Je crois qu'on peut... voilà, on nous dit qu'on peut commencer. Merci. Merci d'être ici, ça fait plaisir. La salle est pleine, mais je n'en doutais pas. Bienvenue Jean-Louis Etienne. Merci d'être ici à Saint-Dié-des-Vosges. Bienvenue. Hop là. Est-ce qu'on peut mettre la lumière dans la salle parce que j'aime bien parler aux gens. Merci. Je disais que je ne doutais pas que la salle serait pleine, même en cette période assez compliquée, avec l'épidémie, etc. Et je vous remercie doublement d'être tous présents et vous aussi d'avoir fait le trajet jusqu'ici, Jean-Louis Etienne. On va aborder beaucoup de choses avec vous. Bien sûr, on va essayer de revenir sur certaines des grandes expéditions que vous avez faites, expéditions qui ont démarré, je crois, en 1978, si je ne me trompe pas. On viendra sur celles qui ont été marquantes dans les choix de votre vie. On reviendra aussi sur celles qui ont peut-être déclenché chez vous l'inquiétude pour le climat, pour les climats. Vous avez été un des premiers, il y a très longtemps maintenant, à nous faire comprendre et faire savoir qu'il y avait peut-être une urgence à se poser des questions concernant le réchauffement climatique. On reviendra aussi sur votre amour de la terre, sur votre amour de l'arbre, des arbres en général, puisque c'est le thème du dernier livre que vous avez publié. On parlera certainement un petit peu de littérature, parce que je crois que c'est quelque chose que vous aimez beaucoup. Et puis on parlera de la foi, parce que ça c'est aussi quelque chose d'important, je crois, et que peut-être que tout ce que vous avez fait depuis très longtemps maintenant, c'était peut-être pour arriver à une certaine foi sans intermédiaire. On le verra, on parlera de cabane avec un S, parce que vous êtes un constructeur de cabane, et certainement un petit peu d'enfance. Vous me permettrez de revenir sur votre enfance, parce que là aussi, vous en parlez dans ce livre « Aux arbres citoyens », qui est un vrai plaidoyer de la nature, un vrai appel. Vous nous écrivez ce livre, vous nous parlez à nous lecteurs et vous nous donnez des conseils, vous nous incitez à prendre un peu plus soin de notre nature et vous mettez vos pas dans d'autres personnes qui ont été des amoureux de la nature. Je pense à Thoreau, dont vous parlez dans ce livre. Vous citez aussi certains botanistes qui ont parlé des arbres et qui ont été importants aussi pour la pensée. Et d'autres encore. Vous citez aussi Marie Dariussec, voilà, l'amoureux aussi de la littérature, Jean-Louis Etienne. Peut-être qu'on pourrait commencer par justement les expéditions. La première expédition, je le disais, 1978, c'est bien ça? Alors, bonjour tout le monde. 1978, non, j'ai commencé plus 75. jeune. Ah. J'ai commencé à 8 ans. J'ai campé au fond du jardin. Ça, c'est une émotion inoubliable. En fait, comme vous le savez, je suis né à la campagne, dans un village de 800 habitants, et la maison était au bord des champs, donc j'ai toujours vécu dehors avec un goût, effectivement, pour aller dehors. Et donc, je me souviens, on nous avait prêté une tente canadienne. Vous voyez, c'était les tentes qui étaient oranges, comme ça, là. Et donc, j'ai campé au fond du jardin une nuit que je n'ai pas terminée parce que j'avais peur. Mais c'était mon premier engagement. Ensuite, effectivement, vous voulez que je parle de mon enfance? Oh, pas tout de suite. Alors, on reviendra sur la tente au fond du jardin. Mais parlons tout de même de la première grande expédition. Alors, je dis 78, c'est peut-être plutôt 1975, la Patagonie, c'est ça? Oui, 1975, la Patagonie, j'avais en tête. J'ai commencé à faire de l'alpinisme, mais je me suis pris tard, mais avec persistance. Et j'avais beaucoup aimé Lionel Terré, Les Conquérants de l'inutile. J'aimais beaucoup son récit qu'il avait fait sur la Patagonie, et il avait fait une première au Fitzroy. Le Fitzroy, c'est un magnifique monolithe granitique qui est au sud de la Patagonie, quoi, hein. Et donc j'avais rendez-vous avec un copain pour aller grimper le Fitzroy, donc ça n'a pas réussi, mais ça fait rien, j'avais beaucoup aimé cette vie. Et quand je vous parle du Fitzroy, là c'était en 1975, il y a des alpinistes qui connaissent le Fitzroy. Peut-être si je parle comme ça, c'est mieux, non? C'était mieux dedans. C'était mieux là-bas. Bon. Et donc, ce sommet qui m'avait beaucoup attiré, en fait, ce qui m'a plu, c'était la vie là-bas. Je suis arrivé, il n'y avait personne.
Et donc, aujourd'hui, c'est devenu un lieu, il y a un village, etc. Donc, effectivement, il y a une population d'alpinistes qui s'est déployée. Et donc, ce que j'ai aimé, c'est la vie là-bas, pêchée, des truites, il y en avait plein. Vous voyez, en fait, c'est la vie à l'extérieur qui m'a plu. Et cette expédition, en fait, elle m'a intéressé. Je suis revenu. Il y en a une qui s'est enchaînée à la suite de celle-là, si vous me permettez. Je suis revenu de Patagonie. Et donc, c'est en 76, 75. Et j'avais envie de naviguer. J'avais envie de voyager dans le monde, vous voyez. Et en rentrant de cette expédition en Patagonie, il y avait une escale, il y avait des bateaux de course à Rio, au Yacht Club de Rio. Il y avait une course qui s'appelait le Triangle Atlantique, qui faisait de l'Angleterre, le Cap, Rio et retour. Et donc, j'ai fait une escale en rentrant de la Patagonie, j'ai fait une escale à Rio, et j'ai poussé la porte du Yacht Club. Là, il y avait quelques bateaux, il y avait des Français qui étaient là. Et j'ai demandé s'ils ne voulaient pas un médecin. Personne n'avait besoin d'un médecin pour revenir pour la dernière étape. Donc, on m'a dit, il n'y a que Tabarly qui est là, qui est en bateau, mais il a des médecins, il a tout ce qu'il faut, mais peut-être il fera la course autour du monde, allez le voir. Donc c'était impensable pour moi d'aller voir Tabarly, j'étais pratiquement jamais monté sur un bateau. Et en fait, à l'aéroport, je le vois. Je le vois, et je me suis dit, là, il faut que j'y aille, quoi. Et donc, je me suis approché, c'était un taiseux, Éric Tabarly, quoi, hein. Donc tout de suite, et parce qu'en fait, il était hyper sollicité, tout le monde voulait embarquer avec Tabarly, quoi. Donc il en avait ras-le-bol de gens qui voulaient... Parce qu'on n'est pas nombreux sur Penduixis, sur le bateau. Et je lui dis que je suis alpiniste, ça l'a calmé. Et il s'est mis à mon écoute un tout petit peu, donc je lui ai expliqué, etc. Il m'a dit, c'est intéressant, je suis médecin, je peux me consacrer du temps, ça me plairait, voilà. Et donc on a échangé nos adresses, enfin on a échangé, non, je lui ai donné mon adresse. On n'a rien échangé du tout. Je recommence. Je lui ai donné mon adresse. Sur un bout de papier, j'étais nerveux. Et il a été sympa parce qu'il m'a fait préciser, quoi, vous voyez. Et il a mis ça dans la poche du short. Je me suis dit, bon, ça va passer à la lessiveuse. Et non, un an après, j'étais revenu à la fac, donc j'ai reçu une lettre d'Éric Tabarly. Donc, vous avez raison que cette expédition en Patagonie, la suite, ça a été un grand déclenchement, quoi. C'est vrai que c'est une sacrée aventure, hein, ce tour du monde à la voile avec Tabarly, qui, à mon avis, vous a appris aussi beaucoup de choses à ce moment-là. Ça déclenche quelque chose. Est-ce que justement le goût de l'aventure et de partir toujours au bout du monde naît à ce moment-là, en côtoyant et en naviguant avec Tabarly? Est-ce que là, ça vous a... je ne sais pas, vous avez eu le virus de quelque chose? Le virus est ancien. Le virus est très ancien. Le virus, il est de l'enfance, quoi, hein. C'est bien d'où ça part, finalement. Oui. Alors, allons-y. On reviendra sur les expéditions après. Qu'est-ce qui se passe à l'enfance? Non, moi, je peux vous parler des expéditions en parlant de l'enfance. Non, parce que... Donc j'aimais vivre dehors, vous voyez, ça me plaisait. Et on avait à la maison, je ne sais pas, mon père était tailleur, on avait une famille très, très modeste qui n'était pas des voyageurs. On avait à la maison un magazine, un numéro de l'Illustration. Alors l'Illustration, on trouve ça chez les antiquaires, vous voyez. C'était l'époque où la France avait un empire colonial géant et envoyait tous les corps de métier un peu partout. Donc c'était en noir et blanc, il y avait des crayonnés, donc quelques photos un peu, et c'était toujours des histoires de bateaux qui partaient. Vous voyez, on amenait tous les corps de métier un peu partout. Et j'imaginais peut-être un jour faire partie de ça. Et j'aimais cette idée. Et à 14 ans, j'ai fait une liste de matériel pour aller camper dans les Pyrénées en hiver. Vous voyez, je ne sais pas. Et donc il y avait... Je m'en souviens parce que j'avais travaillé ma liste de matériel avec un catalogue, ça s'appelait La Hutte. La Hutte, c'était des magasins, les magasins outdoor qu'on dit aujourd'hui, hein, c'était, voilà, il y avait Le Vieux Campeur et La Hutte. Et donc j'avais fait une liste de matériel, j'avais 14 ans, et il y avait un truc qui s'appelait la tente isotherme. Et donc on disait qu'on n'avait jamais froid dans la tente isotherme, bien sûr, sur le catalogue, quoi, hein. Et voilà, donc tout ça pour vous dire, vous voyez, à 14 ans, j'avais déjà cette envie de faire des expéditions. Et puis, vous fabriquiez très jeune, vous-même, ou bien des canifs, ou une guitare en bois. Vous commenciez très jeune à fabriquer des choses avec du bois parce que vous aimiez
le bois? Oui, le bois. J'aimais le bois. Le bois est un matériau qui est, si on s'applique, qui est facile à travailler, quoi. Hein. Beaucoup plus que le travail et le métal. On y reviendra. J'ai appris ça, le métal. Mais surtout, j'étais dans l'obligation et le désir d'être autonome très tôt. Vous voyez ? Par obligation, et parce qu'on n'avait pas grand-chose, et par désir. Et j'ai été bricoleur. Et donc c'est vrai que je voulais jouer de la guitare, et donc j'ai construit ma première guitare. Je l'ai toujours. Et j'ai fait mes premiers skis. C'était nul. Mais la guitare, il y a du son quand même. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Oui, j'ai toujours fait la table de mon bureau, à mon bureau à Paris, c'est moi qui l'ai faite, à Normes. On n'en voit plus de l'orme, hein, c'est un menuisier qui m'a donné des vieilles planches sèches d'orme. Donc le bois, effectivement, a toujours fait partie parce que c'est facile, encore une fois, d'imaginer quelque chose que l'on peut faire avec ses 10 doigts en bois. Et il y a eu le métal aussi, mais ça, c'était ma formation professionnelle après. Alors, il y a un mot que vous venez de dire, c'est autonome. Finalement, c'est ce qu'on retrouve dans vos différentes expéditions. On va naviguer comme ça. Hein. Je crois qu'on va un peu aller de l'enfance aux expéditions. Revenons aux expéditions, Jean-Louis Etienne. L'autonomie, c'est ce qui nous a marqué tous quand vous êtes partis, notamment ce grand voyage, quand vous traversez l'Antarctique, 1989-1990, 6300 km avec un traîneau. Et là, c'est l'autonomie totale, autonomie et liberté. C'est ça qui nous marque, nous, à ce moment-là. Alors, autonomie, pas tout à fait, parce qu'on avait quand même des dépôts de vivres qu'on avait mis. Ouais, c'est long, hein, 6300 km, donc on était avec des chiens, on était 6 pour traverser l'Antarctique. Dans l'Antarctique, c'est le continent du pôle Sud. Hein. On est parti du bout de la péninsule, on est passé au pôle Sud et on est sorti sur l'océan Indien à la station Mirny. Et ça, c'est le deuxième niveau de l'aventure. Elle était internationale, vous voyez, ça fait partie de mes grands projets. Mais j'étais beaucoup plus dans le sens que vous dites d'autonomie quand j'étais au pôle Nord en 1986. J'étais au pôle Nord en 1986, ça dure 63 jours. Et dans le sens, pour recouper ce que vous dites, c'était en 1986, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de téléphone Iridium. Et donc, il faut se débrouiller avec ce qu'il y avait à ce moment-là, vous voyez. Et donc, pour la direction du Nord, il y a le Soleil. Le Soleil, c'est un astre fiable. Hein. À 6 h du matin, il est plein Est. Enfin, en heure solaire locale, bien sûr. Hein. À midi, il est plein Sud. À 18 h, il est plein Ouest. Minuit, il est plein Nord. Donc, en connaissant l'heure, à 10 h, le Soleil était là. Midi, je marchais sur l'ombre. Vous voyez, et quand le soleil était là, vers 4 h de l'après-midi, je m'arrêtais parce que j'avais commencé le matin à 8 h. Il nous reste des images, nous, de ça. C'est ce qui a fait la notoriété de Jean-Louis Etienne, hein, cette ascension du pôle Nord en solitaire, vous le disiez, 63 jours en 1986. On a ces images de cette détermination qu'on voit chez vous et cette presque obstination, où on a le sentiment que vous pouvez marcher des heures, le soir vous construisez votre abri, etc. Nous, il nous reste ça. Ce sont les premières images finalement qui ont marqué et qui ont fait le Jean-Louis Etienne d'après. Oui, oui, bien sûr. Oui, là j'ai commencé à passer à la télévision. Là. Avant, non. Et oui, ça a été une notoriété que m'a donnée cette expédition. Vous parlez d'acharnement, mais j'avais ce sentiment que ma vie devait passer par le pôle Nord. C'était à minima, il fallait ça, quoi. En fait, j'avais déjà fait 12 ans comme médecin d'expédition. On a évoqué Tabarly, la face nord de l'Everest, Patagonie. Enfin, j'avais fait. J'étais médecin. On me recrutait. Bon, je rendais des services en montagne. Je pouvais mettre un sac de 25 kilos, je peux monter, quoi. Et donc, sur des expéditions himalayennes, on n'a pas besoin d'une grande technicité. Enfin, ça dépend de la voie qu'on entreprend. Mais la face nord de l'Everest, par exemple, ce n'est pas une voie technique. Donc, c'est une voie où il faut du souffle et puis porter des sacs. Donc là, pendant 12 ans, j'ai fait ça. Et arrivé presque 40 ans, je me suis dit, mais il n'y avait pas beaucoup d'avenir dans ce métier. Je faisais la médecine générale en remplacement, quand même, pour gagner ma vie. Mais je me suis dit, la prochaine, ça pourrait être la mienne, quoi, vous voyez. J'avais fait le Cap Horn, avec parlé plusieurs fois, etc. La mienne. Et donc, le pôle Nord, c'est en fait, ça m'allait bien.
Ça m'allait bien au sens où c'est pas technique le Cap Horn. Le pôle Nord, je veux dire. Le pôle Nord, c'est pas technique. Vous voyez, tirer un traîneau, on n'a pas besoin de faire des stages, quoi. Si aujourd'hui, là, on vous met un traîneau dans le dos, vous avez compris à la seconde le geste technique qu'il faut pour mettre... Bon, vous voyez, techniquement, c'était simple. Mais j'étais déjà un super campeur. Parce qu'en fait, la difficulté, elle vient quand on s'arrête. Vous voyez, quand on marche, même s'il fait moins 45, parce que c'est des températures que j'ai eues au début, je suis parti début mars, c'est encore l'hiver dans le Haut-Arctique, quoi. Quand on marche, on n'a pas froid, vous voyez, parce que la dynamique musculaire produit de la chaleur. Vous avez tous compris que quand on court, on a chaud. Vous savez, la machine musculaire, nos muscles, ils sont à un rendement aussi mauvais que le moteur à explosion de nos voitures. Simplement 75% de l'énergie mise en jeu dans la contraction musculaire, seulement 25% de l'énergie mise en jeu dans la contraction musculaire est transformée en mouvement mécanique. Le reste, c'est un déchet de réaction, c'est la chaleur. C'est pour ça qu'on a chaud. Donc, quand on tire un traîneau, même s'il fait très froid, vous voyez, c'est pas un problème, sauf le visage, peut-être un peu ce qui est exposé au froid. Mais le problème commençait quand je m'arrêtais. Quand je m'arrêtais pour monter la tente. Et là, tout d'un coup, même sous la tente, on est déjà à l'abri du vent, mais on a les basses températures. Et donc, c'est là, en général, que tous mes prédécesseurs ont abandonné. Dans les premiers jours, parce que les premiers jours, c'est la sortie de l'hiver. Enfin, il commence à faire un peu jour, il y a 8 heures de jour. J'ai eu moins 52 sous la tente, au thermomètre. C'est vraiment la vraie température, quoi. Et vous voyez, je pense que, pour recouper la notion d'autonomie, j'étais autonome de ma décision de continuer ou d'arrêter. Et je pense que si on avait été déjà deux, on aurait abandonné, comme tous ceux d'avant, parce que j'étais à la limite. Il aurait fallu que quelqu'un soit à côté de moi pour dire « Attends, on est en train de déconner complètement, tu ne trouves pas là ?» voyez. Et donc, c'est cette intensité, en fait, de l'ascension solitaire, du solitaire, qui fait qu'à un moment donné, on peut... Vous voyez, j'étais en hypothermie, je le savais, mais je connaissais déjà ce que c'était, et je faisais des tables de multiplication. Si vous avez un doute sur votre niveau de conscience, faites des tables de multiplication. Il faut bien sûr avoir repris au début quand même, mais bon. Vous voyez, et donc ce sont des choses comme ça qui me relayaient à mon niveau de conscience. Je dis, je peux encore. Et au fur et à mesure que les semaines passent, la température se réchauffe. Et c'est ce seuil-là, et c'est cette solitude, en fait, qui a été, enfin, je parle pour moi, qui a été une alliée pour persévérer. La fameuse solitude dont on va parler, effectivement. Qu'est-ce qui vous attire, justement, vers ça? Vous êtes attiré par ce que vous appelez les déserts blancs. Vous êtes attiré par ces pôles-là, par ces endroits où, effectivement, il fait des températures complètement différentes d'ici. Qu'est-ce qui vous attire tant, Jean-Louis Etienne, depuis tellement d'années? Alors, vous voyez, on ne demandait jamais à Théodore Monod, on ne lui disait jamais à Théodore, tu vas dans le désert parce que tu aimes le chaud. Vous voyez? Vous allez dans les pays froids, on vous dit, mais vous aimez le froid? Mais non. Non, on n'aime pas plus l'extrême froid que l'extrême chaud. Qu'est-ce qu'on aime, le grand? C'est le désert. Moi, c'est le désert. C'est le désert. Le froid me paraît plus simple à gérer que le grand chaud. Tout simplement parce qu'il y a une chose devant laquelle nous sommes tous égaux, là, mais pas que nous, entre nous, là, tous les humains de la Terre, quel que soit le pays d'origine, la couleur de la peau. Il y a un truc qu'on a en commun, tous les humains. C'est la température du corps. 37. Donc je me demande par moment qui c'est. J'ai demandé une fois à Yves Coppens, est-ce que tu peux me dire la température du corps de l'homme de Cro-Magnon? Non, parce qu'il vivait dehors, vous voyez ce que je veux dire? Il n'avait pas de chauffage comme nous. Nous, on vit dans un confort thermique. Et donc, je me demande qui a calé le thermostat. Parce que si on était à 25, par exemple, on consommerait beaucoup moins d'énergie, de nourriture, vous voyez, là, vous voyez ce que je veux dire? Ça serait plus confortable. Donc, je reviens à cette notion que quand vous avez une température extérieure et vous pouvez le vivre l'été avec ces canicules croissantes qui arrivent, combien ça devient compliqué à un moment donné de se sentir bien. Quand la température extérieure avoisine la température du corps, on est vraiment en difficulté, vous voyez.
La transpiration est là sur le... La transpiration, c'est l'échangeur thermique, si vous voulez, de la voiture, quoi. Vous voyez, un échange de notre température avec l'extérieur par la transpiration. C'est l'évaporation de la transpiration qui soustrait vos calories. Mais quand, à un moment donné, vous avez une température extérieure qui est pratiquement équivalente, alors on met de l'eau éventuellement, ou on transpire, et s'il y a une ventilation, elle va extraire un peu quelques calories. Donc le chaud me paraît quelque chose aussi compliqué. Le froid, en action, c'est pas un problème. Le froid, c'est dans l'immobilité qu'il est compliqué. Et là, ma foi, il faut se couvrir en conséquence. Donc je ne vais pas là-bas parce que j'aime le froid, c'est une engeance. C'est le désert qui m'attire. Et c'est une terre de challenge pour moi. Je dirais que le pôle Nord a été une réalisation personnelle forte. Vous voyez, j'ai essayé en 85, j'ai échoué, je suis tombé dans une crevasse en fait je me suis blessé l'épaule, je ne pouvais pas continuer, mais j'ai l'impression que la crevasse m'a sauvé un peu. J'étais juste limite, je découvrais ce que c'était, quoi. Et j'y suis revenu en 1986, et en fait, l'ossature que j'ai ramenée de cette persévérance, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était sans téléphone. Vous voyez, aujourd'hui, téléphone Iridium, vous arrivez au pôle Nord, d'abord c'est le GPS qui vous le dit, puis allô maman, je suis au pôle Nord. Et j'ai eu la chance de le faire avant ça, parce que c'était une intensité, vous voyez ce que je veux dire, c'était une vraie retraite intense avec un objectif, et je me suis beaucoup construit personnellement sur ce challenge. Je n'avais qu'une balise Argos, parce que quand même, on me disait où j'étais. Parce que nos prédécesseurs ont fait des choses extraordinaires, les explorateurs polaires, parce qu'ils naviguaient comme les marins au sextant. Hein, vous voyez, le sextant, on fait le point avec le sextant. Pour mesurer le point au sextant, ça se fait en mesurant la hauteur du soleil, de l'astre solaire, par rapport à l'horizon de la mer. Et vous êtes sur un bateau, c'est pour ça qu'on fait ce geste-là, par un miroir, on descend le soleil. Voilà. Et nos anciens, quand vous êtes sur la glace, ils avaient un horizon artificiel. Vous voyez, ils avaient une assiette dans laquelle on mettait du mercure. Le mercure, c'est le seul métal qui est liquide à très basse température. Et donc, le mercure faisait un horizon artificiel. Vous vous rendez compte, il fallait sortir le mercure, mettre dans l'assiette, et plusieurs mesures. Moi, je suis... Jamais, je crois qu'on peut revenir, vous voyez, à ce niveau d'héroïsme humain. Donc, moi, j'avais pas à faire ça. J'avais une balise Argos. La balise Argos, c'est un petit truc comme ça qui émet un signal qui est capté par satellite et qui va à Toulouse, au CNES. Et Michel Franco, qui était à Resolute Bay, c'est un village tout à fait au nord. Ah, mais il y a des images qui passent. Voilà, on d'accord. Ça, c'était pour faire peur aux ours que j'ai dans les mains, là, orange, là. J'avais pas d'arme, c'était un truc, un pétard. Voilà. Et Michel Franco me disait où j'étais. Je faisais la balise Argos 1 heure. Je la coupais pour économiser les batteries. Et Michel Franco me disait où j'étais la veille. Vous voyez ? Et la communication était très pauvre. Donc, c'est ça qui m'a... Revenir à cet engagement personnel au pôle Nord qui m'a vraiment construit, quoi. Alors, à quel moment se passe le basculement entre l'engagement personnel et les questions plus universelles? C'est-à-dire à quel moment, puisque la thématique cette année c'est climat, avec un S ici, puisqu'on a parlé de température, parlons de climat et du climat qui nous questionne et qui nous inquiète aussi, à quel moment vous vous êtes rendu compte du danger lié au réchauffement climatique? C'est lors d'une expédition où vraiment vous vous êtes dit, là il y a quelque chose qui peut nous inquiéter? Donc j'ai traversé l'Antarctique, donc le sud, hein, en 89-90. Et en 90, l'été, j'ai fait une conférence avec Claude Lorius. Claude Lorius est un de nos éminents glaciologues qui a eu cette idée géniale avec Jean Jouzel. Ils travaillaient donc tous les deux. Jean Jouzel est plus jeune que Claude Lorius. Ils sont tous les deux vivants. Et Claude Lorius a eu cette idée de dire, dans les bulles d'air emprisonnées dans les glaces de l'Antarctique, on doit pouvoir trouver la composition de l'air d'avant et donc l'histoire du climat. Alors vous savez, donc on fait des carottes de glace. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se forme? Quand il neige, les flocons, c'est très léger, c'est de la poudreuse. Il y a de l'air, si vous voulez. Les flocons sont posés sur un tapis d'air qui se tasse petit à petit avec la transformation. Et ces petites bulles d'air sont emprisonnées, et elles sont emprisonnées dans la glace.
C'est ça l'idée du départ. Et donc, si on fait des carottages, c'est-à-dire on va chercher de la glace profonde, vous voyez, et si on fait fondre cette glace et analyser les petites bulles d'air qui sont dedans, on va voir l'histoire de la composition de l'atmosphère. Aujourd'hui, on est à 1 million d'années. Donc, on connaît l'histoire du climat de la Terre, 1 million d'années. Et on voit bien que la Terre a sa vie propre. Mais pour revenir à votre question, donc je fais cette conférence avec Claude Lorius. Moi, je parle de la traversée de l'Antarctique avec les chiens. Lui commence à parler de l'Antarctique et de cette analyse de glace. Et il dit quelque chose. Donc, il nous montre bien que la Terre a sa vie propre, qu'elle a connu des alternances de périodes glaciaires, interglaciaires. Donc, la Terre, bien sûr, elle a sa vie propre. Et il dit, regardez ce qui se passe là depuis 150 ans. Tout d'un coup, hop, on voit... Parce que nous allons vers une période de réchauffement lent qui peut se faire sur 50 000 ans, 100 000 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tout d'un coup, là, c'est cette accélération de la composition de l'air en CO2, de la température moyenne, qu'il dit que, et ça commence il y a 150 ans, l'homme est devenu un acteur du climat. Et à la vitesse à laquelle ça va, Claude Lorius a cette phrase, celle que Claude, il dit, le processus, en parlant du réchauffement climatique, le processus est enclenché. Je me souviens, c'était au mois d'août 1990, le processus est enclenché. Parce que la machine climatique, ça a une inertie colossale, vous voyez. Et donc, tout d'un coup, quand il dit le processus est enclenché, c'est qu'on sent qu'il est en train de se passer quelque chose pour la planète. Ça, c'est le départ, pour moi, de la prise de conscience de... Ce qui fait que, finalement, après, vous vous déplacerez non pas seulement pour vous retrouver une espèce de retraite ou solitude, vous allez faire des expéditions à plutôt valeur pédagogique. Pendant des années, vous allez montrer, faire connaître les régions polaires, vous allez montrer le rôle que ça a sur la vie, sur le climat, sur la Terre. Et vous êtes devenu un défenseur de la planète infatigable. Parce que même là, maintenant, aujourd'hui, vous êtes en train de, j'espère que je ne me trompe pas, de programmer une énorme expédition. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait maintenant presque 30 ans que vous faites ça. On continue à vouloir montrer effectivement que la planète est en train de bouger, que le réchauffement climatique peut être vraiment un danger. Vous êtes devenu, vous aimez que je dise un infatigable défenseur de la planète Oui. Mais en même temps, j'essaie d'être un infatigable pédagogue parce que c'est ça qui est important. Il faut comprendre le système. On a perdu un temps colossal avec cette histoire de réchauffement climatique parce que ce n'est pas un sujet de conversation populaire, le réchauffement climatique. C'est une mesure scientifique. Alors les politiques qui ne savaient pas très bien se situer, qui disent changement climatique. Non, le changement climatique, il vient du réchauffement climatique. La planète s'est réchauffée de 1 degré en un siècle. 1 degré en un siècle. Vous voyez ? Personne n'est capable de ressentir une élévation de la température moyenne à l'échelle planétaire de 1 degré en un siècle. Vous voyez ce que je veux dire? Il est là, le mal, déjà. 1 degré en un siècle. La Terre normale, elle a 37. La Terre, aujourd'hui, elle a 38. Elle a pris 1 degré. Elle a ce qu'on appelle en médecine une fébricule, une petite fièvre. Et en général, vous voyez, on dit, oui, il va falloir qu'on aille voir le docteur. Ah oui, il faut qu'on s'en occupe. Et d'un coup, plac, petite complication. Merde, il faut qu'on s'en occupe. On en est là aujourd'hui. 1 degré en un siècle, ça ne se perçoit pas. Quand vous avez 2 personnes qui vont à la boulangerie le matin au mois de juin et ce jour-là il fait froid, il y en a un qui dit à l'autre « Attends, il nous raconte des carabistouilles, tu y crois, tu regardes comme on se caille au mois de juin. » Il nous parle de réchauffement climatique. Ils sont en train de percevoir le climat qu'il fait. Donald Trump l'avait à l'aise il y a 2 ans. Il y a eu un hiver très rigoureux, mais il fait toujours froid. C'est un climat continental, que ce soit à Chicago ou à New York. Et donc, il a cette phrase, on nous dit que ça se réchauffe. Il oubliait de dire qu'au même moment, en Afrique du Sud, en Asie du Sud-Est, si vous voulez, il y a des sécheresses, des canicules et des sécheresses énormes. Donc, c'est cette vision planétaire qu'il faut avoir. Donc, c'est toujours trouver des mots simples. Ensuite, le coupable, il est invisible. Il n'a pas d'odeur, il n'a pas de couleur, il est dans l'air. C'est le gaz carbonique, pour ne parler que de celui-là, hein. Le CO2, vous voyez. Et autre chose aussi, donc on a pensé qu'on pouvait tout envoyer dans l'air, que ça partait dans le cosmos, vous voyez. C'est un peu la même histoire, qu'on peut tout envoyer dans les océans, c'est tellement grand que ça va tout prendre. Non, ça sature aujourd'hui, et l'atmosphère aujourd'hui, c'est pareil. Vous partez du centre de rotation de la Terre, avec Jules Verne, là. Du centre de rotation de la Terre. Vous faites 6500 km. Vous faites 6500 km, vous arrivez ici à Siendé dans l'amphi, là.
Vous avez fait 6500 km. Les 10 derniers kilomètres, c'est l'atmosphère efficace. Les 10 derniers kilomètres, c'est rien. C'est une enveloppe de cellophane autour d'une géante citrouille, vous voyez ce que je veux dire? Et avant l'ère industrielle, la composition en gaz carbonique, c'était 0,03%. Aujourd'hui, c'est 0,04%. Vous voyez ce petit pourcentage? Tout ça pour dire que le CO2 qui est usé en bouche tellement qu'on en parle, il reste un gaz rare, un gaz de serre efficace. Et effectivement, il est temps d'arrêter d'en mettre dans l'atmosphère parce qu'elle est complètement saturée. C'est que je suis toujours attaché à la valeur pédagogique. Moi, j'adore la pédagogie parce qu'en fait, vous voyez que quand vous voulez expliquer quelque chose qui est compliqué, il va falloir se creuser la tête pour trouver des mots simples. Il faut passer au tamis l'explication scientifique pour sortir quelques pépites de manière à ce qu'on puisse les partager, si vous voulez, et comprendre. C'est ça qui m'intéresse. Oui, alors ça vous intéresse, mais vous auriez... Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir pourquoi, justement, parce que vous auriez pu très bien continuer et ça me plaît. De façon... Vous êtes devenu le médecin de la planète, finalement. Ça vous plaît d'être pédagogue? Non, je préfère être instituteur de la planète. Parce que médecin, si vous voulez médecin, je peux parler de quelques remèdes. Vous avez raison. Le médecin, il fait des ordonnances, donc il donne des prescriptions. Et effectivement, les prescriptions, on les connaît, c'est vrai. Limiter les émissions de gaz carbonique et faire en sorte que... Alors, ce gaz carbonique, il est parti, je le disais tout à l'heure, il est dans l'air. Il est dans l'air. Il n'y a pas d'aspirateur à CO2. Avec tout le génie humain, on n'a pas un truc qui absorberait le gaz carbonique qui est dans l'air. Il n'y a que la nature qui peut le faire. Il n'y a que la nature qui peut recapter cet excès de gaz carbonique par la photosynthèse. La photosynthèse, c'est un émerveillement permanent, quoi. Vous vous rendez compte que c'est l'émerveillement, quoi. C'est les plantes, c'est le privilège des plantes qui se nourrissent en regardant le soleil, les pieds dans la terre et dans l'eau. Elles captent le gaz carbonique qu'il y a dans l'air, elles en font leur glucose, pour faire simple, elles se nourrissent avec ça et elles nous libèrent l'oxygène. Vous voyez la position clé de la nature, déjà sur la composition de l'atmosphère, elles captent le gaz carbonique qui est dans l'air, elles en font, grâce à la photosynthèse, pigments de chlorophylle, etc., leur propre nourriture et dans la réaction chimique, elles nous libèrent l'oxygène. Et donc, il n'y a que ces plantes-là, que la fonction photosynthétique qui est capable de soustraire l'ensemble du CO2 qu'on a envoyé de l'atmosphère. Ne pas confondre avec la recapture du CO2 à la sortie des usines. Ce sont des projets, si vous voulez, à la sortie d'une génératrice au charbon qui envoie des émissions de CO2. On sait aujourd'hui, on sait le faire, mais à un coût énorme, on sait recapter ce gaz qui est chargé en gaz carbonique et en faire en sorte qu'on puisse le stocker dans le sous-sol. Ça, c'est un processus de recapture du CO2 à la sortie d'une génératrice. Mais là, je vous parle de l'ensemble du CO2 qui est déjà parti et qui est là pour longtemps. On dit, je ne sais pas comment on le vérifie, mais j'aime bien cette... Vous avez un petit enfant qui est né ou un enfant qui est né, vous allez le voir à la maternité. Je veux dire, le CO2 que vous avez émis avec votre petite voiture, pour le voir, sera recyclé dans un siècle. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça pour illustrer la lenteur de la recapture du gaz carbonique. Et c'est toutes ces choses-là qu'il faut que les décisionnaires incarnent de cette manière à dire on a compris, quoi. Vous voyez, sinon, les hommes politiques ont beaucoup trop de choses à gérer, ils sont submergés, ils ont des bons conseillers qui leur disent n'oubliez pas de parler du climat. Oui, d'accord, j'en parlerai tout à l'heure. Donc le réchauffement climatique, vous voyez, mais c'est pas ça, c'est incarner quelque chose pour dire il va falloir prendre des décisions qui sont complexes. Et les décisions, elles sont à la fois technologiques dans les solutions que l'on va trouver à bas carbone, et aussi l'autre solution, elle est comportementale sur notre attitude par rapport à ça, quoi. Alors, vous êtes un instituteur, un peu médecin, et vous êtes un passeur aussi. Et pour être instituteur, il faut aussi s'intéresser à ce qu'ont fait les autres. Et ce livre aux arbres citoyens, qui est un livre d'observation, mais aussi d'implication, qui navigue entre souvenirs personnels liés à la nature et aussi réflexion et études très sérieuses qui nous expliquent pourquoi l'arbre et les arbres sont importants pour nous et la planète. Alors, venons-en, puisque vous parliez de CO2 et de plantes, c'est le propos même de ce livre. Et parlons justement de ceux qui ont fait de vous l'instituteur que vous êtes. Et je voudrais qu'on parle de Taureau, parce qu'il fait partie
des hommes qui ont été importants pour vous et pour votre implication. Vous le citez et vous dites l'importance qu'il a eu pour vous, l'enfant timide que vous étiez, l'enfant timide que j'étais, qui avait trouvé dans la nature un chemin d'existence, écrivez-vous, d'engagement fort. Vous avez découvert Thoreau très tôt. Alors qu'est-ce qu'il vous apprend, ce fameux Thoreau? Il vous apprend l'autonomie, justement, vous en parliez tout à l'heure. C'était quelqu'un qui a décidé d'être autonome dans la nature et de montrer qu'on pouvait vivre de pas grand-chose, finalement. C'est vrai que Thoreau donc, a un engagement solitaire, au bord d'un lac, il va y passer 2 ans. Bon, ce qu'il cherche, Thoreau, et c'est ce qui m'a plu, déjà dans mon adolescence, j'ai pas tout lu de Thoreau, c'est épais quand même. Et je ne comprenais pas tout. Par contre, j'ai aimé ce repli dans la nature, cette immersion solitaire. Ce que cherche Thoreau, et c'est ce qu'on aimerait à la limite tous, c'est sentir à quel point on fait partie de cette nature. C'est ce que cherchait Thoreau, vous voyez. Il cherche à en faire partie, à se faire accepter en étant un de ces éléments, et l'apaisement, elle va venir du moment où tout d'un coup, vous faites partie de ces oiseaux. J'ai des moments comme ça, je cherche le nom, je ne m'en souviens plus. C'est pas existentialiste, c'est dans une relation subliminale, vous voyez, où vous sentez qu'à un moment donné, vous êtes un de ces éléments de la nature. Une chose comme ça que je peux décrire, que je ressens et qui me font transcender. J'habite le plus souvent à Paris, mais j'ai une maison dans le Tarn. Il y a beaucoup de place et je me baladais et je m'arrête sur un sentier parce que je vois un petit mulot qui était là. Je m'arrête, puis je vois le mulot qui avance, puis qui avance, puis qui avance et qui monte sur ma chaussure. Vous vous rendez compte? Tout d'un coup, je me dis, mais il a confiance en moi. Tout d'un coup, je me dis, je fais partie de cette nature. Vous voyez, cette espèce de relation intime, tout d'un coup, que l'on sent. Anthropomorphisme. Oui, non, c'est pas... Je le dis dans le livre, là, j'ai oublié ce mot. Mais c'était ça que Thoreau recherchait. Alors Thoreau, bien sûr, c'est un anard, il veut une justice sociale, il est contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Donc il nous a appris qu'est-ce qu'il nous a appris, Thoreau? D'être la désobéissance civile, c'est le mot que je cherchais, vous voyez. Et donc c'est devenu récemment un héros de désobéissance civile, mais c'est pas dans cette approche-là que j'ai eu Thoreau. Thoreau, je l'ai approché dans cette recherche d'une intimité avec la nature. Sa quête d'un lien intime avec la nature, son rapport à la solitude, à la société, la recherche de l'autarcie m'ont profondément inspiré, écrivez-vous. Il y a lui, il y a d'autres, donc il y a ce philosophe, il y a des naturalistes aussi qui ont été importants pour vous, ces inspirateurs silencieux, écrivez-vous. Qui d'autres ont été importants? Henri Fabre, oui. Jean-Henri Fabre, c'est 1860, 1900, je ne me souviens plus. Jean-Henri Fabre, c'est mon grand professeur de pédagogie. Il a écrit, c'est lui qui a écrit les volumes très épais de Souvenirs entomologistes. Il a passé sa vie à regarder, à noter, à faire des expériences et à écrire. Il a écrit 60 livres scolaires. Vous voyez, par exemple, si vous regardez son livre « Ma plante, leçon de botanique à mon petit-fils », qui est paru aux éditions Privat il y a une vingtaine d'années, 15 ans, que j'ai toujours, il ne sait pas ce que c'est que la photosynthèse, mais il a cette intuition. Et avec l'intuition, il met les mots justes et simples. Vous voyez, tout d'un coup, quand vous dites photosynthèse, ça peut dérouter par la complexité. Eh bien, il trouve les mots simples pour... Il a raison. Vous voyez, et donc, j'ai beaucoup aimé des images. Moi, je prends un de ces termes, donc on m'applaudit, mais en fait, ce n'est pas tout à fait de moi. Et il dit, je sors ça en général, par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un du Crédit Agricole ou de, je ne sais pas, le Massif ou autre, vous lui dites, vous savez quelle est la plus grande mutuelle du monde? Alors, c'est un peu nous, non? Non. C'est la nature. La nature est la plus grande mutuelle du monde où toutes les espèces ont la vie en commun. Toutes les espèces de la nature ont la vie en commun. C'est ça ce qu'on appelle l'économie circulaire de la nature, vous voyez. Et là, c'est ce qu'il faudrait essayer
c'est un chemin vers lequel il serait intéressant d'aller, de revenir à cette mutuelle qu'est la nature. La nature, si vous voulez, c'est l'économie circulaire parfaite quand on la laisse faire. L'économie circulaire parfaite, c'est quoi? La production primaire. Hein, le verre dont je vous parle, les plantes. Ça, les plantes sont autotrophes, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent elles-mêmes. Vous ne voyez pas des plantes qui partent à la chasse. Voyez, elles se sont développées là où elles ont senti qu'elles pouvaient se développer, et à partir des éléments qu'elles rencontrent là, les sels minéraux, l'eau, on arrive à l'arbre, le sel minéraux, l'eau si vous voulez, etc. Donc la production primaire, c'est à terre, mais en mer aussi. La mer n'est pas bleue, elle est verte, elle est chargée de plancton vert, duquel se nourrissent les copépodes, etc. La production primaire. Toute la vie sur Terre repose sur la production primaire. Puis vous avez les consommateurs, c'est un trépied l'économie circulaire, production primaire. Les consommateurs, alors ils sont végétariens, carnivores, je parle de la nature là. Et vous avez les recycleurs. Et les recycleurs dans la nature, ils sont parfaits. C'est-à-dire qu'ils vont décomposer toute la matière organique des consommateurs pour en faire de la matière minérale qui va venir nourrir la production primaire. Donc vous voyez cette économie circulaire naturelle, production primaire, consommateur, recycleur, voilà. Donc c'est un schéma que j'utilise souvent quand j'essaye de vous donner un schéma sur quoi on peut se baser. Si on est déjà des bons acteurs pour préserver la production primaire, limiter la déforestation, refaire du verre, remettre des prairies, vous voyez, protéger la production primaire, elle est fondamentale. Fondamentale pour recapter le gaz carbonique, vous l'avez compris, il faut nourrir de l'oxygène et nous donner de la nourriture. Ensuite, être des consommateurs intelligents. L'homme est surpuissant. L'homme est un génie, on est un mutant surdoué, si vous voulez. On invente des choses prodigieuses, quoi, hein, mais on est un peu dépassé par les choses que l'on invente. Donc, être des consommateurs intelligents et puis des recycleurs efficaces. Et là j'interviens souvent dans des écoles d'ingénieurs et je dis, votre place, bien sûr qu'on va trouver des solutions techniques intelligentes, peu émettrices de gaz carbonique. Mais être recycleur, c'est pas s'occuper des poubelles. Être un bon recycleur aujourd'hui, c'est trouver les matériaux qui vont permettre de faire des choses, des minéraux ou des matériaux simples que l'on retrouve dans la nature et qui vont permettre effectivement de faire des outils entièrement recyclables. Il faut que le développement, si vous voulez, soit durable. Donc le développement n'est pas quelque chose, c'est pas une insulte à l'humanité, c'est pas quelque chose, mais à condition qu'il soit le plus possible vers une tendance durable. Et donc réfléchissez à ces trois choses. Qu'est-ce qu'on fait pour la production primaire? Soyons des consommateurs attentifs, intelligents. On a la puissance du choix, si vous voulez. Hein. C'est nous qui disons par rapport à ce que l'on consomme, le producteur il va dire il n'en veut plus, donc on va faire autre chose. Et recycleur. Recycleur, c'est fondamental, quoi. C'est de manière à faire des choses qui reviennent dans le... Ça a été un peu long, mais Jean-Henri Fabre raconte ça d'une manière qui datait du siècle d'avant deux siècles, quoi. Regardez ce livre, Ma plante, leçon de botanique à mon petit-fils, c'est prodigieux. Alors il y a lui, puis il y a aussi Henri-Louis Duhamel de Monceau, La physique des arbres, c'est le XVIIIe siècle. D'autres botanistes comme Jean-Nicolas Delahire, eux aussi vous les citez quand vous parlez de la botanique et surtout des racines et de la question de la gravité. Vous dites que oui, dès le XVIIIe siècle, ces botanistes ont réfléchi sur les graines et la question de la gravité et du centre de la Terre, parce que tout part de là. Alors vous ferez l'expérience, vous mettez une graine à germer, normalement la racine va descendre vers le bas, et puis la plantule elle va commencer vers le haut, elle va chercher la lumière petit à petit, quoi, hein. Alors qu'est-ce qui fait que la racine va vers le bas? Vous voyez, ce qui est intéressant avec des gens que vous citez, Jean Réforme, c'était l'intuition. Il y a une intuition, une interrogation simple, mais pourquoi la racine descend, quoi. Et alors donc, il y en a un des deux là, qui fait une expérience, il met des graines à germer dans un tube transparent. Donc il met le tube comme ça, et quand la plantule commence à sortir, et la racine aussi, il le retourne. Qu'est-ce qui se passe? La racine, elle fait demi-tour et elle descend. Qu'est-ce qui fait que la racine descend? Alors, bon, on sait que la gravité joue un rôle important. La plante ressent la gravité, puis elle a des petites pastilles comme ça, des amyloplastes, des graines riches en amidon, qui exercent une pesanteur, si vous voulez, sur la racine. Alors, il y a une équipe de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand,
je pose la question, et si on envoyait des lentilles à germer dans l'espace? Vous voyez, si vous regardez ce que faisaient avant les prédécesseurs, les instruments qu'ils ont inventés pour se dire, mais bon sang, pourquoi la racine descend? Quelle est la force de la racine? Parce qu'ils ont mesuré la force de la racine avec des petites lamelles d'une grande flexibilité, précision, pour voir quelle est la force, parce que vous avez la racine, elle va traverser des sols durs par moment. Donc elle a une force, la racine, qui l'aide. Enfin, à Clermont-Ferrand, une équipe de chercheurs, il y en a peut-être là, je ne sais pas, mais je trouve ça très intéressant, se disent, et si on envoyait des lentilles à germer dans l'espace? Vous voyez, donc on y est allé et on se rend compte qu'effectivement, elles sont paumées quand il n'y a pas de pesanteur. Voilà, donc il a fallu envoyer une fusée, elles sont parties avec les... On n'a pas fait qu'un tir que pour ça, hein, je vous rassure. Mais c'était intéressant de faire l'expérience, effectivement, pour se rendre compte que c'est la pesanteur qui fait que la racine descend vers le bas. Mais le travail des racines, vous vous rendez compte, quand on met des arbres en ville, boum, elles vont se buter sur des parkings profonds, le trajet de la racine. Ça a été un de mes points de départ. J'habite à Paris, donc il y a une pelle mécanique qui faisait une tranchée et qui ressortait, il y a une allée de marronniers, donc il ressortait des racines. J'en ai ramassé, puis je regardais les... Et après, je n'ai pas su quoi faire avec ça. Parce que je me suis dit, mais c'est vivant ça. Vous voyez ce que je veux dire? Tout d'un coup, c'est vivant. Voilà. Et donc, la notion de racine, j'ai commencé par ça. En fait, pour revenir au point de départ, les éditions Paulsen m'ont demandé d'écrire un livre sur le bois, le travail du bois, le travail manuel, parce que c'est mon truc. Voyez. Oui, parce que vous rêviez de faire ça. Oui. En fait, vous avez raison. Moi, je rêvais d'être menuisier. Et l'histoire a fait que... Enfin, en fait, je n'avais pas les notes pour entrer en 6e. Et non. À l'école de Jules Ferry, c'était pas bon. Et donc, j'ai fait le certificat d'études primaires. Et après, je suis rentré au collège technique pour une formation professionnelle. Donc, j'ai fait un CAP de tourneur-fraiseur. Et en fait, vous avez raison, je voulais faire menuiserie. Et pour moi, ça m'allait bien. J'avais toujours rêvé, j'étais souvent chez le menuisier du village, j'aimais l'odeur du bois, l'odeur de la colle à bois, hein, amande amère, ça sent bon, j'aimais ça. Et je m'étais rêvé menuisier parce que j'aimais ça. Mais au collège technique, il n'y avait plus de place en menuiserie. Merde. On m'a mis un ajustage sur métaux. Je n'ai pas trop aimé au début, puis après ça allait. Et j'ai bénéficié de la création du bac technique à ce moment-là. Et dans la prof de maths a dit, on était quelques-uns, peut-être cela, il pourrait faire le bac. Voilà. Et là, je suis rentré en seconde, j'ai fait le bac, puis j'ai fait médecine, puis j'ai été interne en chirurgie, et etc. quoi. Mais est-ce que c'est parce qu'il y avait ce désir d'être menuisier depuis tout petit que les éditions Paulsen vous demandent c'était un peu ça. Sur le bois? Oui, c'était une notion du travail manuel, les constructions en bois. Vous voyez, il y a de plus en plus, on est passé tout à l'heure devant un commerçant, enfin c'est un artisan qui fait des maisons à ossature de bois. Il y en a de plus en plus et j'ai toujours aimé ça. Donc elle me demande ça. Et puis en commençant à parler du bois, inévitablement on arrive à l'arbre. Je ne suis pas un spécialiste de l'arbre, vous voyez. Mais par contre, l'histoire de la racine, et je suis entré dans le rôle de l'arbre. Alors, il est essentiel, l'arbre. Tout ce qu'il fait, l'arbre, à tous les niveaux. L'arbre, bien sûr, il a ses racines, ses mycéliums qui vont très très loin, chercher de l'eau, chercher de la nourriture. Ses racines qui s'allient avec les champignons, ses mycéliums profonds. Il fixe le sol, il fixe l'hygrométrie du sol, si vous voulez. Ensuite, vous avez le tronc. Le tronc, c'est un stock de carbone. Quand vous allez chez Castorama acheter une poutre qui fait 2 kilos, vous avez acheté 1 kilo de carbone, vous voyez. Le stockage du carbone qui se fait dans le tronc, puis vous avez les branches, les feuilles, etc. C'est le gîte et le couvert de la biodiversité. Il y a une population, on voit les oiseaux, mais il y a plus que ça, il y a les écureuils. Donc c'est le gîte et le couvert. Et ensuite, c'est tout ce que je vous ai expliqué de l'arbre, ces échanges avec l'atmosphère. Vous savez qu'un chêne de 50 ans transpire 250 litres par jour. On était 250 litres par jour. Il faut bien qu'il aille la chercher quelque part, cette eau. Vous voyez ce que je veux dire? D'où la souffrance de ces arbres avec les sécheresses qui arrivent. Vous voyez? Donc, la libération d'oxygène, le capteur du gaz carbonique. Et puis, ça assure une hygrométrie, ça assure un climat. C'est pour ça qu'on essaye de plus en plus de mettre des arbres dans les villes. Et puis, il faudra en mettre dans les champs. L'agroforesterie. J'ai découvert ça. C'est génial, l'agroforesterie. C'est mettre des rangées d'arbres
dans les champs, assez espacés pour que les moissonneuses puissent passer faire la récolte. Mais j'ai fait une conférence à Dijon. Il y avait des céréales à ma gauche sur l'estrade, là il y avait à votre place, il y avait un céréalier. Donc je lui parle, l'agroforesterie. Je trouve que l'idée est originale, mais il me dit, vous vous rendez compte l'espace que ça nous prend. Je dis, mais je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse à votre fils là, qui va prendre la succession, quoi. Avec les canicules qu'il va y avoir, il est grand temps de fixer les sols, parce que vous avez vu les orages qui nous arrivent dessus. Pourquoi ces orages comme ça deviennent de plus en plus violents? Parce que dans la machine climatique qui s'emballe, 93% de l'excès de chaleur, vous m'avez entendu, 93% de l'excès de chaleur est capté par les océans. L'air véhicule, mais ne stocke pas. L'eau stocke la chaleur. Et donc, c'est un phénomène que l'on connaît bien. Les alizés. Les alizés sont ces vents qui partent du nord de l'Afrique, qui traversent l'Atlantique et qui poussent les eaux de surface, les eaux chaudes de surface vers la Caraïbe. Il y a une accumulation d'eau chaude sur la Caraïbe, la Guadeloupe, la Martinique, tout l'arc caribéen, et régulièrement, d'une manière normale, vous avez ce qu'on appelle les orages tropicaux. Quand il y a une accumulation importante d'eau chaude, pendant quelques jours, vous avez des pluies diluviennes, du vent. C'est l'océan qui expurge son excès de chaleur. Mais aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, je le répète, 93% qui est absorbé par les océans. Ces alizés qui poussent les eaux chaudes de surface qui s'accumulent sur l'arc caribéen. Quand vous avez 50 mètres d'épaisseur d'eau à 27 degrés, là, vous avez une bombe thermique. Vous voyez, qui peut donner naissance à un cyclone. Et le Gulf Stream qui prend cette eau chaude et qui l'amène vers le haut, il fait ce qu'il peut, quoi, vous voyez. Mais quand vous avez cette... Donc il faut s'attendre à qu'il y ait des manifestations, peut-être pas plus fréquentes d'après les météorologues, mais plus intenses. Le phénomène Cévenol, c'est la même chose. Ça a toujours existé. À la fin de l'été, la surface de la Méditerranée est très chaude. En septembre, ça commence à s'évaporer. Vous avez un coup de vent d'est qui amène cette évaporation sur les Cévennes. Ça monte, ça se refroidit, précipitation, et ça revient à la Méditerranée. Ce qui augmente, c'est la quantité de vapeur d'eau qui s'évapore. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est cette dérégulation. Et donc, j'en reviens à l'arbre. L'arbre, donc, il y a cette capacité à réguler une hygrométrie, à faire en sorte qu'il y aura moins de canicules de manière... Et puis l'arbre, il peut capter des insectes qui vont attaquer, si vous voulez, les bactéries nocives pour les... Voilà. Donc il y a cette histoire d'agroforesterie qui se développe et on a intérêt à ce qu'elle se développe. Pourquoi il n'y a plus d'oiseaux? Parce que quand vous avez ces champs immenses, c'est des déserts, il n'y a rien à manger, puis c'est dangereux, personne n'ose... Vous voyez ce que je veux dire? Et donc il faut... moi je suis d'un âge où j'ai connu le remembrement, la création de ces champs immenses sans haies, sans rien du tout. Les haies, c'est ça qui capte la biodiversité, qui capte les sols, etc. Mais vous avez vu qu'on y revient, on fait des facilités pour remettre les haies, replanter. Donc l'arbre, je n'étais pas un spécialiste de l'arbre, mais c'est pour ça que je l'explique avec des mots simples. Il joue un rôle fondamental, quoi. Oui, c'est ça, des mots simples. Je disais aussi, vous expliquez tout ça, l'importance de l'arbre et à tous les domaines, comme vous venez de le dire. Vous disiez, le gîte et le couvert, il séquestre le carbone, entre autres choses. Mais l'arbre est aussi lié, encore une fois, on y revient, mais à l'enfance et à la nature et à l'observation. Et ce sont les cabanes. L'arbre permet aussi de construire des cabanes. Ah oui, l'arbre, il permet de construire des cabanes. Enfin, on a tous fait des cabanes, quoi. C'est une façon de construire un peu son monde à soi, quoi. Surtout, c'est plus facile quand on habite en milieu agricole ou dans les campagnes de le faire. Et moi, je faisais. Mais l'arbre était aussi une toise à mon courage. J'ai eu, quand j'étais jeune, j'avais des tourterelles des bois, parce que ça existait, des tourterelles des bois. Si vous les cueillez juste quand elles commencent à avoir les plumes et tout, au mois de mai, vous voyez, début juin. Donc vous montez dans l'arbre et vous prenez une tourterelle des bois et puis elles s'apprivoisent très facilement, les tourterelles des bois, ainsi que l'épis. L'épis, c'est un peu compliqué parce c'est un peu plus haut, j'avais la trouille. Mais c'était l'arbre représenté, parce que quand vous redescendez et que vous avez la petite pie ou le truc comme ça, là vous êtes content. Alors après, bon, c'est une question de... Alors on les garde en cage un petit peu, puis elles s'habituent à vous, et après je m'amuse à les sortir.
voilà, je l'ai récupéré. J'avais un chien Fly, et c'était un chien d'arrêt. Et c'était une époque où la chasse, c'était pour aller se nourrir, quoi. Hein. Et donc, je prenais la tourterelle, je la lâchais, elle partait dans le champ, puis elle n'avait pas l'habitude, elle faisait 50 mètres, et Fly était là, je dis, va chercher. Fly, elle partait, elle me ramenait la tourterelle dans la gueule. Les chiens, ils ne mordent pas, ils transportent simplement, et on recommençait, quoi. Voilà, c'était des jeux de la campagne, quoi. Je vais encore vous poser quelques questions, puis je vous donnerai la parole aussi dans quelques minutes. Comme vous le faites dans ce livre, moi ça m'intéresse d'y rester encore un tout petit peu, et notamment par rapport à cette fameuse cabane et à la question de la foi. Parce que ça, vous le dites dès le départ, j'ai l'impression que c'est peut-être ce que vous recherchez depuis longtemps. Vous avez parlé d'autonomie, il y a la question de la liberté aussi, la question de la solitude que vous recherchez a priori aussi très souvent. Est-ce que ce livre-là, sur lequel, et puis très sérieux, vraiment, où il est question de la planète et de l'importance de l'arbre, a été tout de même une façon de regarder un peu comment vous aviez vous-même inventé votre vie, comment vous y avez donné sens d'une certaine manière, et comment vous êtes arrivé à une certaine question de cette foi, et c'est là où vous citez Marie Darrieussecq, cette foi sans intermédiaire finalement. Est-ce que c'est pas aussi ce questionnement-là, oui, ce livre ? Transcendentaliste, le mot que je cherchais tout là. La transcendance, vous voyez, la transcendance, c'est cette quête de quelque chose d'au-delà qui vous dépasse, quoi. Et que dans une interrogation de la nature, vous voyez. Et là, vous posez effectivement avoir une foi sans intermédiaire. Il y a quelque chose qui me rassure. Vous voyez, on ne crée pas la vie, on l'emprunte. Alors quand vous dites à une maman, attendez, mais moi j'ai fait des bébés, j'ai fait la vie. Oui, mais vous avez fait la vie avec 2 cellules vivantes, un ovocyte et un spermatozoïde. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la matière inerte s'est transformée en matière organique vivante? Vous voyez, on ne sait pas le faire, ça. On ne sait pas. Donc ça fait longtemps que l'homme cherche à ça. On met dans un tube à essai tous les constituants d'une cellule vivante, du magnésium, du calcium, du sodium, du phosphore, enfin et on crée une espèce de Big Bang artificiel, un champ magnétique, un arc électrique, quelque chose qui fait que tout d'un coup, boum, eh ben, au fond du tube à essai, jamais la vie n'est apparue. On sait faire les protéines. On a vu apparaître des protéines, c'est-à-dire qui sont les briques de notre... Mais qu'est-ce qui transforme tout d'un coup la matière inerte à une matière vivante? Et ça, c'est quelque chose... C'est pour ça que... Et donc, pour parler de la foi, je dis on aurait tort de se priver de l'idée de Dieu. Mais c'est un Dieu sans religion, vous voyez. C'est qu'est-ce qui fait, qui est plus fort que nous encore, qui a réussi à faire qu'on passe de la matière minérale à la matière vivante. Et la matière vivante, sur la durée, c'est les transformations, sur les milliards d'années, c'est complexifié. Vous vous rendez compte comme c'est... Depuis tout à l'heure, là, tout le monde a l'air en bonne santé, tout le monde respire, le cœur bat, vous avez mangé du sucre peut-être, la glycémie est régulée, il y a des spermatozoïdes qui commencent à naître, des ovocytes qui se font, d'autres qui régressent. Il y en a pour tous. Qui c'est qui s'en occupe? Vous voyez ce que je veux dire? Il est là le miracle, quoi. Le miracle est en nous. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Et quand je dis on aurait tort de se priver de l'idée de Dieu, c'est avoir quelque chose... Pensez à votre foi. Non, je parle du foie, là. Hein? Il marche tout seul, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est d'une précision, c'est d'une minutie. Mais rien n'est au hasard. Tout est à sa place, quoi. Quel est l'architecte? Je ne suis pas là en franc-maçon. Hein? Je suis au-delà de tout ça. Qui sait effectivement quelle est cette puissance, quelle est cette force. Alors on peut dire que la vie, elle vient d'ailleurs, d'une autre planète. Oui, mais qui sait qui l'autre l'a fait? Donc ça, c'est une première des choses qui me met à l'aise. On se prend le chou alors qu'on est déjà une merveille. Ensuite, on s'allonge, vous voyez là, et on se dit maintenant, on va partir en voyage. On part en voyage, sans fin. Et on va partir dans le ciel. On va sortir de notre galaxie, on rencontre Bételgeuse, qui est la galaxie la plus proche de chez nous, mais qui est quand même assez loin. Hein, et on continue.
et où on va. Vous voyez, est-ce qu'on est dans un cube? Est-ce qu'on est dans une sphère? Imaginons qu'on soit dans une sphère. On gratte, on passe, et où on va. Donc cette notion, si vous voulez, de cette immensité, de ce mystère de la vie et de cette immensité du cosmos, fait que tout d'un coup, ça peut nous ramener à retrouver en nous quelque chose où on bénéficie de ce miracle-là. Et je trouve que l'on se prive trop de cet émerveillement. Il est évident qu'aujourd'hui, moi je suis né, moi je réparais ma mobilette à 15 ans, vous voyez, j'ai tout fait, j'avais une 403 jusqu'à 40 ans et c'est moi qui l'ai réparée. Aujourd'hui les voitures parlent, on ne peut pas faire grand-chose, quoi. Hein. Et donc je suis de cette génération, voilà. Il est difficile de vous montrer un téléphone à un garçon de 14 ans ou à une fille qui fait ça tellement bien, mais tout ce qu'il y a là-dedans, quoi. Et donc, retrouver cet émerveillement, c'est un peu compliqué, vous voyez, parce que c'est tellement naturel qu'avoir un truc qui fait des photos, enfin tout ce qu'on peut faire avec ça. Il n'y a plus d'émerveillement par rapport à la technologie, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, je trouve que la relation à la nature, dans ce mystère de la nature, dans ce mystère du vivant, dans ce rôle qu'elle a à nos côtés pour notre vie, c'est quelque chose qui peut effectivement nous amener. Et dans cette quête de la transcendance, c'est-à-dire à un moment donné, se sentir qu'on en fait partie. Vous voyez, alors, avec les arbres, ceux qui ont écrit sur les arbres, si vous prenez un arbre comme ça, bon, il y a plein de choses, enfin, chacun fait ce qu'il veut, dans une relation plus émotionnelle avec la nature, peu importe, mais essayer de renouer avec ces fondamentaux de la nature me paraît quelque chose qui est du domaine d'une bonne santé mentale, quoi, et de revenir à cet émerveillement que représente la nature. Ce qui vous fascine aussi, est-ce que c'est la longévité de l'arbre ? Est-ce que c'est ça aussi qui est fascinant ? Il y a ce côté grandeur, vous appelez les géants de la Terre, hein, les arbres. Puis cette longévité, ça vit longtemps, un arbre. Alors oui, ça peut vivre longtemps. Alors il y a une association en France sur les arbres remarquables. Et donc il se trouve dans le département dont je suis originaire, le Tarn. Cette année, il y a eu le gagnant, et c'est un hêtre qui a 450 ans. Et donc en discutant avec un ingénieur des eaux et forêts, c'est ça, oui. Non, je n'ai pas entendu, mais c'est ça, oui. Et donc il me dit, aujourd'hui on réfléchit, parce que l'être, nos êtres, ils consomment de l'eau, ils ont besoin d'eau. Vous voyez, 1 hectare de hêtre, ça transpire 25 tonnes à l'hectare en été. Donc il faut bien lui amener cette eau, la chercher. Et donc ils sont en train de réfléchir, par quoi va-t-on remplacer nos arbres futurs? Qu'est-ce qu'il faut planter aujourd'hui, avec l'idée que ça va se réchauffer? Donc ce sont des questions qui préoccupent beaucoup les personnes qui s'occupent des arbres. Alors même les vieux séquoias, 3 tonnes ça transpire par jour, vous voyez. Il lui en faut de l'eau, donc c'est vrai, ce sont des arbres presque millénaires, ils vont très 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 profond. Ceux qui nous ramènent l'information sur les racines, ce sont les spéléologues. Les spéléologues qui défendent des fois très profonds, des ruisseaux profonds et qui voient des racines. Et c'est là qu'on voit que l'arbre a une capacité d'exploration profonde pour sa survie, quoi, hein. Pardon, j'ai l'air paniquée, mais on a bien encore un peu de temps, hein, je ne me trompe pas. Hein. Oui, voilà. Quand vous parlez de l'arbre, finalement, c'est pour parler des hommes. Parce que ce qu'on fait depuis le début, c'est on parle des hommes et du comportement des hommes. Vous l'écrivez, finalement, en 2 siècles, l'espèce humaine s'est accaparée la terre. À quel dessein? Il ne lui reste plus aujourd'hui qu'un seul prédateur, elle-même, l'ennemi étant nous. C'est ça que vous nous dites. Quand on parle de l'arbre, en réalité, Jean-Louis Etienne, on parle des hommes. Oui, on parle des hommes quand on parle de l'arbre, parce qu'effectivement, c'est surtout que de la maltraitance que l'on fait à l'arbre, quoi, hein. Enfin, plutôt pas à l'arbre lui-même, mais aux forêts. Oui, parce qu'on est nombreux. Pour revenir à cette question qui est le climat, parce que je crois que c'est le pivot de la... il est évident qu'il va falloir limiter les émissions de carbone. Mais nous allons être de plus en plus nombreux. Alors, c'est vrai que régulièrement, dans une salle, il y a quelqu'un qui dit « Vous ne croyez pas que la démographie ?» Je dis « D'accord, la démographie, c'est un vrai problème. » Alors, par où on commence? On arrête les naissances ou alors on évacue plus vite. Alors, personne n'est d'accord. Personne n'est d'accord dans la salle, c'est normal. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas simple. Il n'y a que la Chine qui a essayé de réguler ça avec la puissance qu'a l'appareil d'État chinois. Ils ont dit « On ne fera qu'un enfant ». Mais merde, ils avaient oublié l'équation, c'est qu'un enfant, c'est pas assez pour en remplacer 2. Parce qu'il faut 2 par an, en principe.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils sont revenus à 2. Il n'y avait que dans les campagnes, on avait droit à 2 parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. Mais ils se rendent compte que la population est vieillissante. Donc c'est complexe, la démographie. Il y a quelque chose qui peut arranger la démographie, c'est l'éducation scolaire des femmes, des jeunes filles. Qu'elles reprennent le contrôle de leur corps et de leur naissance. Qu'elles ne soient pas imposées par des mœurs, si vous voulez, comme ça. C'est la seule façon, donc ça veut dire... Dans les démocraties, si vous voulez, on a moins ce problème-là. On a presque le problème inverse aujourd'hui, qu'il n'y a pas assez de naissances pour compenser. Mais bon, admettons que ça se régule. 10 milliards en 2050. 75% seront ramassés dans les villes parce que c'est là qu'on trouvera à manger, si vous voulez, le plus facilement. Il fera des canicules, il fera chaud. Il va falloir donner de l'eau à tout le monde. Donner de l'eau, en général, vous avez vu que les grandes métropoles sont en général au bord des mers. La France a mis à l'intérieur, je ne sais pas. Bref, en général, les grosses métropoles, elles sont au bord de mer. Il n'y aura pas assez de flotte, donc on va dessaler l'eau de mer. C'est ce qui se passe à Barcelone, par exemple. L'eau de la ville de Barcelone vient des grandes usines de dessalement. Mais pour dessaler l'eau de mer, il faut de l'énergie. Donc il faut de l'énergie, vous avez compris. Ça, c'est un exemple. Donc on dit on va passer à la voiture électrique. C'est bien en milieu urbain ou en milieu semi-urbain, pas très loin. Parce qu'effectivement, ça va limiter les pollutions urbaines, le bruit, etc. Mais il va falloir la faire, cette électricité. Donc il va falloir quand même de l'énergie, et de préférence une énergie décarbonée. Pour faire tourner à Paris le métro et le RER, et puis tous les instruments qu'il y a avec, il faudrait 400 éoliennes de 2 MW. Les 2 MW, c'est celles qui sont dans nos campagnes. Maintenant, on arrive à beaucoup plus, si vous voulez, mais c'est un exemple. 400 éoliennes et entre 20 et 25 km/h de vent. Et donc, je fais l'expérience, vous êtes dans le métro, mesdames et messieurs, le métro s'arrête. Mesdames et messieurs, le métro s'est arrêté parce qu'il y a une panne de vent. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que tout d'un coup, il faut être capable de remettre en route la même quantité d'énergie. Alors peut-être elle viendra des éoliennes qui seront dans le sud de la France parce que ce jour-là, il y aura du Mistral à Marseille et on fera remonter d'Ardard l'électricité pour compenser le manque. Vous voyez, donc je fais ça pour illustrer que le problème est d'une grande complexité. Donc quand on dit ils ne font rien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Est-ce que nous, on fait quelque chose déjà à l'échelle individuelle? Vous voyez, il faut se poser cette question-là. Le problème est d'une grande complexité. Comment on va satisfaire les besoins en énergie de l'humanité? Je ne pense pas qu'on passe avec seulement le soleil et le vent. Quand on voit que c'est compliqué pour mettre des éoliennes quelque part, je ne crois pas qu'on va arriver à trouver une solution à l'échelle d'un pays comme le nôtre, par exemple. Bon, on les met en mer aujourd'hui, mais on met en mer des éoliennes puissantes. Là, elles sont bien parce qu'il y a du vent le plus souvent. Le vent est constant, c'est moins impactant. Alors, les pêcheurs ne sont pas contents. Ceux qui ont une résidence secondaire, ils ne veulent pas voir le bout d'une pale. En général, ils sont de l'instruction. Donc, ils sont responsables d'une association qui est vent de colère ou autre. Voilà. On a des... Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué, quoi. Hein. Donc, le problème n'est pas simple. Soyez économe en énergie. Chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. On sait tous comment on peut limiter nos émissions, si vous voulez. Mais je sais qu'ici, il y a des marcheurs, des randonneurs. Il y en a beaucoup dans les Vosges. Il y en a qui sont venus pour faire de la randonnée. C'est génial, donc marcher. Moi, je faisais du scooter à Paris. Je me suis fait peur 2-3 fois. J'ai arrêté. Je marche. Et ça m'a fait du bien au dos, entre autres. Vous voyez, je veux pas. Bon, il y a des choses comme ça que l'on peut faire où chacun... Et il y a du fun à être acteur. Pendant le Covid, les Français ont mis 55 milliards, on me dit 85, peu importe, à la caisse d'épargne ou dans les assurances vie. Ça rapporte que dalle, hein. 1%, et même vous avez vu, l'assurance vie, c'est plus bon, quoi. Hein. Donc, si chacun veut être acteur de la solution, au lieu de donner l'argent à la caisse d'épargne ou à votre banque pour l'assurance vie, parce qu'il ne vous donnera pas grand-chose en retour, mettez des panneaux solaires sur votre maison. La majorité des habitations en France, les 2/3, ce sont des maisons. Donc on a des toits. Si vous mettez des panneaux solaires sur le toit, vous couvrez ça, vous avez une voiture électrique. Vous faites le plein avec le soleil. C'est amortissable en 10 ans. En 10 ans, ça veut dire que vous allez faire le plein avec le soleil. Et il y a du fun, vous voyez ce que je veux dire, à faire partie de la solution. Devenez autoconsommateur, c'est beaucoup plus intéressant. Soyez des investisseurs personnels. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Recaptez l'eau de pluie, faites un trou avec un... Non, il faut quand même une petite pelle, quoi. Vous mettez
une bassine, vous allez chez le roi Merlin ou ailleurs où vous voulez, vous recaptez les eaux de pluie. C'est tous ces petits gestes qui font que isoler l'habitat. On n'a pas besoin que papa, qui est à l'Élysée, vous dise on va s'en occuper. Non, le week-end prochain, avec des copains, vous allez chez Castorama ou le roi Merlin, encore une fois, moi je suis bricoleur, donc c'est des magasins que je fréquente, sur mes mecs, ça. Et vous achetez de la mousse, c'est pas cher, vous y mettez à 2 ou 3, avec des agrafes. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas se mettre toujours dans la dynamique de l'assistanat. Faites en sorte de devenir des propres acteurs du changement de votre action contre le climat, quoi. Alors, messieurs, mesdames, les acteurs. Tout le monde est d'accord, génial. Alors c'est à vous que je vais donner la parole, les acteurs que vous êtes. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Il y a des micros il y a un micro qui peut se promener dans la salle. N'hésitez pas à lever la main. Alors moi j'ai isolé, réfléchissez à la question, moi j'ai isolé chez moi la campagne avec la laine de mouton. Vous voyez, ça se trouve pour pas cher la laine de mouton. Alors pendant quelques mois, ça sent la bergerie un peu. Mais c'est super efficace. Et alors vous mixez la laine de mouton avec de la sciure de cèdre par exemple, comme ça vous n'aurez pas les insectes qui vont nicher dedans. Mais c'est super efficace et c'est pas cher du tout. Chez vous, c'est la vallée de la Goue, c'est ça? C'est à côté, oui, sur la vallée de la Goutte. Oui. C'est là où vous avez décidé de poser vos valises un jour, hein, quand vous êtes rentré de grandes expéditions. Et c'est là où vous vous êtes dit, c'est là que je construirai une cabane. Il a fallu faire des milliers et des milliers de kilomètres pour revenir oui, vous avez raison. Là où vous avez grandi, là où vous êtes né. Il fallait partir pour mieux revenir. Vous avez raison. En fait, le voyageur a une insatisfaction permanente. C'est où est-ce qu'en fait, on va pouvoir poser son sac en toute quiétude. Vous voyez, c'est... Et j'en ai vu des endroits en me disant, alors là, vous voyez, vous arrivez sur un truc, bien là j'aimerais bien, ou voir un endroit où là on reviendra construire la cabane. Le truc où vous êtes sûr que quand vous arrivez là, c'est là. Vous voyez, donc j'en ai vu beaucoup. Et je rentrais de la traversée de l'Antarctique, et donc je vais chez moi dans ce village, là je connaissais bien sûr le maire depuis longtemps, Aimé, il s'appelait. Je dis, Aimé, tu n'as pas un endroit où il y a une maison paumée, et il me dit, tu vas voir, on est en train de faire un lotissement dans un coin sympa. Je dis, non, mais ce n'est pas un lotissement que je veux habiter, je cherche un coin sauvage. Et donc il me dit, ma femme connaît un coin, peut-être elle va t'amener. Donc on y va là-haut, et on arrive sur une colline. Tout d'un coup, je me dis, c'est peut-être là. Donc elle nous ramène, elle revient, et je remonte tout seul, et je me dis, c'est là. C'est là, voilà. Et en fait, donc c'est là que j'ai construit ma cabane et j'appelle ça mon port autonome. J'y vais pas forcément tout le temps, mais là tout me connaît. Les arbres, vous voyez ce que je veux dire? Vous faites partie du secteur. Et donc j'ai construit là, j'ai fait une cabane en bois, j'ai mon bureau qui est perché dans les arbres. Il n'est pas construit avec les arbres, il est construit entre les arbres sur pilotis. Vous voyez? J'avais fait ça et un jour j'ai dit, mais qu'est-ce que je suis venu me foutre là? Et vous voyez, je reviens au village natal de Vielmur, là où je suis né, là où j'ai grandi, j'ai remplacé le médecin, et tout le monde me connaît. Qu'est-ce que j'ai venu me foutre là, quoi? Et en fait, un soir, je me souviens très précisément, où j'avais ces doutes-là, une insatisfaction de m'être refoutu là. Je suis sorti, il y avait du vent d'automne. Le vent d'automne, c'est un vent qui souffle de la Méditerranée qui est très fort. Ça soufflait comme ça, il y avait la pleine lune, c'était en hiver, on voyait la lune entre les arbres. Je suis allé me dormir dehors et je regardais, là, il y avait une nature qui était intense, vous voyez, avec le vent d'automne. Mais je me suis dit, mais c'est ici le Canada? C'est ici la Californie? Parce que j'ai habité en Californie, j'ai habité au Canada. Vous voyez, donc j'attendais une nature puissante et j'ai mis des métaux. Mais donc tout est dans la façon, vous voyez, que vous avez. On me demande quel est le coin le plus beau que vous avez vu. Souvent, on me demande. Je dis, vous savez, il vaut mieux une belle histoire d'amour à Sarcelles qu'un chagrin à Bora Bora. Vous voyez, tout dépend de la façon dont vous vivez la chose, quoi. Hein. Allez-y, profitez-en s'il y a une ou deux questions, monsieur. Je suis né à la campagne comme vous et effectivement la nature procure beaucoup d'émotions. Sachant que 2 tiers ou 3 quarts de l'humanité vit en ville, tous ces enfants qui vivent en ville, que connaissent-ils de la nature? Je n'ai pas tout à fait entendu. Que connaissent-ils de la nature? Et comme ils n'en connaissent pas grand-chose, est-ce qu'on
On n'a pas un manque de levier avec tous ces gens qui ont vu les arbres de loin, les moutons de loin, les tourterelles de bois de loin. C'est un handicap. C'est un handicap. Et c'est, vous savez, tous ces problèmes de tension, ça vient d'un manque d'objectifs, d'énergie qui sont accumulées, qui sont mal véhiculées. C'est d'une grande complexité, la gestion des villes. Enfin, on entend ça tous les jours. Et donc, moi, j'ai travaillé avec le père Jaouen, c'est un jésuite qui avait un bateau qui s'appelle le Bel Espoir, qui existe toujours, et on traversait l'Atlantique, j'étais médecin sur son bateau, on avait des sorties de prison, et donc des délinquants et des toxicomanes, quoi. Et l'idée, c'était de les amener à participer à autre chose, et il est évident que l'objectif, c'était aussi de les éloigner de leur quartier, des fournisseurs, et ça durait un mois, à peu près, la traversée de l'Atlantique, on faisait quelques escales, et c'était quelque chose avec lequel on avait quand même des résultats intéressants. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur? Vous avez des questions? C'est génial, ça me donne. Oui. Oui, mais pas les autres. Oui. Allez-y, sinon je répéterai la question. Moi, je vous entends. Oui. Allez, 2 mots. On a évoqué effectivement brièvement l'expédition que vous êtes en train de préparer, une grosse expédition. Peut-être 2 mots sur... Oui, 2 mots. On va étudier l'océan austral. L'océan austral, c'est l'océan qui est autour de l'Antarctique. Là, on parle du pôle sud. Le pôle sud, l'Antarctique, c'est un immense continent. C'est un continent géant qui est grand comme 28 fois la France. Vous faites un puzzle de 28 France, vous avez la surface de l'Antarctique. C'est le pôle sud. Énorme. Énorme calotte de glace. 98% c'est de la glace. 28 France recouvertes de 2,5 km d'épaisseur moyenne de glace. Donc vous voyez la taille du glaçon. Et autour, regardez quand vous rentrez à la maison, vous enlevez le globe des clous ou alors sur un atlas et vous regardez l'Antarctique devant. Et vous allez vous rendre compte, mais c'est mieux la sphère. Vous allez vous rendre compte que l'hémisphère sud est un immense océan. Et l'océan qui fait le tour de l'Antarctique s'appelle l'océan austral. L'hémisphère boréal, l'hémisphère austral. Cet immense océan, il est loin, il est un peu difficile d'accès, les conditions de mer sont difficiles, surtout c'est très coûteux d'y séjourner. Et donc l'équation c'était quel type de vaisseau on peut dessiner, inventer pour séjourner sur cet océan, pour étudier cet océan dans des bonnes conditions de sécurité et de confort. Et donc on va construire quelque chose qui ressemble au micro, c'est-à-dire un grand flotteur vertical comme ça, qui fait 100 mètres de haut, qui pèse 1000 tonnes, et on va habiter dans le chapeau du micro, là, vous voyez. Donc ça, c'est la partie immergée. L'idée, c'est d'être pris profond dans des eaux stables, échapper à la surface où ça bouge, et les vagues nous passent à travers, on a un treillis. Voyez. Donc ce vaisseau va héberger 8 personnes, 3 marins, 4 ingénieurs, plus une autre personne qui sera moi de temps en temps. Voilà, quand même, je cherche les ronds pour financer la fusée, j'espère y aller, quoi. Et pourquoi on y va? C'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Le CO2 dont on parle depuis tout à l'heure se dissout beaucoup dans les eaux froides. Cet océan fait 22 000 km de circonférence. 22 000, c'est géantissime. Et cette surface froide en fait le principal puits de carbone océanique de la planète. On va mesurer ça, cet échange atmosphère-océan. C'est intéressant pour les modèles climatiques pour savoir s'il est saturé, s'il est actif, etc. On va le faire pendant 3 ans, 2 fois le tour. Donc on aura une belle mesure. Ensuite, c'est un vaisseau qui se déplace avec le courant, il est autonome, 0 émission, le moteur c'est le courant, l'énergie c'est 6 éoliennes qu'on a qui nous font de l'électricité. Donc il est silencieux et au fond on va mettre des hydrophones, des micros sous l'eau. Et en écoutant, on va faire un inventaire de la faune. Parce qu'on connaît la signature sonore de toutes les espèces. Et donc par une écoute continue, que ce soit le dimanche, lundi, le jour férié, la nuit, l'hiver, en permanence, on va écouter et un algorithme, je ne sais pas quoi, va nous dire, tiens, ça c'est un éléphant de mer. Oh, ça c'est un éléphant de mer, vous voyez, qui est à 800 mètres de profondeur. Et voilà, vous avez des choses comme ça qui vont nous permettre de faire un inventaire de la faune par acoustique, ce truc-là. Ensuite, on ramènera des échantillons de mer analysés pour voir l'impact anthropique. Le départ, ça va être en 2023 et ça va être génial.
Il y a encore une question. Monsieur, une question au bout, et après on va doucement vous laisser la possibilité de rencontrer Jean-Louis Etienne. Il y a quelques dédicaces prévues en sortie de cette rencontre. Vous êtes d'accord? Ce sera juste dehors, on va vous guider. Je voulais vous remercier parce que dans les très grands livres que j'ai lu beaucoup de livres sur Compostelle, bien que je sois agnostique. Il y a eu le pire et le meilleur, et j'estime que le vôtre est un des meilleurs, avec celui de Ruffin. Voilà, j'ai adoré ce livre et la philosophie qui le sous-tend. Voilà, parce que l'animatrice n'a pas évoqué ce livre, et je trouve que c'est un de vos très beaux livres. Vous parlez du livre paru en 2017. Ah, sur la marche, c'est ça? Oui, où il ressemble un petit peu à un moine Au nom de la rose. Ah oui, oui, sur la marche. Voilà. Un livre sur la marche. Oui, d'ailleurs, j'ai pensé un peu à Michel Lonsdal. Voilà. Alors, je voulais finir avec ça. Vous me tendez la perche, voilà. Monsieur. Vous aviez une question peut-être à poser? Non, Alors, merci beaucoup. Merci. Vous aviez évoqué Théodore Monod, et c'est vrai qu'en vous lisant aussi et en vous entendant parler, vous parlez de votre foi sans intermédiaire. J'ai beaucoup pensé à Théodore Monod et surtout le désert. Il se trouve que très récemment, c'était la semaine dernière, j'ai vu un magnifique film de Théodore Monod, je sais pas, 2 ans avant sa mort, qui gravitait encore les montagnes de Mauritanie. Et je voulais dire simplement, en tant que notoriété, et avec votre tempérament et personnalité, est-ce que vous croyez que vous pourriez faire quelque chose? Parce qu'au mois de novembre, ça sera le 20e anniversaire de sa mort, et je trouve qu'on panthéonise des gens où il y a des postulants pour le prix Nobel de la paix qui iront aux poubelles de l'histoire, et cet homme-là mériterait d'être évoqué. Voilà. Et la troisième chose, mais peut-être que vous voulez répondre là-dessus? Alors, rapidement, posez votre troisième chose. Alors, ma troisième question est moins cirage de pompe. C'est pas une provocation, mais quand je vous entends évoquer vos futurs projets, qui sont forcément des projets chers, je me demandais, ces fameux reproches qui a été fait un temps à Nicolas Hulot, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez que la fin justifie n'importe quel moyen et qu'on peut, pour le projet le plus vertueux, aller chercher de l'argent chez les gens les plus sales? Jean-Louis Etienne. Alors, 2 mots sur Théodore Monod et puis la réponse à la question, à la provocation. Moi, vous savez, l'expédition que nous allons faire, Polarpod, je me réjouis de voir des industriels qui financent un projet où on est dans la science fondamentale. On n'est pas dans un spectacle, on n'est pas dans une course, il n'y aura pas un vainqueur. Quand vous dites au début, je vais aller mesurer la température de l'eau, regarder les échanges atmosphère-océan, il n'y a aucun gain à part celui de la science. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je remercie toutes les entreprises qui soutiennent ce projet. Je voulais finir avec vos mots justement sur la marche 2017 dans mes pas aux éditions Paulsen. En ville, à la campagne ou dans mes expéditions, je n'ai cessé de marcher. Je mesure aujourd'hui ce que la marche m'a apporté dans tous les domaines, physique, mental, affectif. La marche est un véhicule de liberté, la marche est un temps précieux avec soi qui structure l'esprit et prolonge la vie jusqu'au bout de ses pas. Voilà ce que vous avez écrit effectivement dans ce livre, dans mes pas. Je ne sais pas s'il sera là en dédicace, si on va trouver aussi dans mes pas, mais voilà, il sera là aussi. Et là, c'est aux arbres citoyens pour renouer avec l'écosystème Terre. Et je voulais vous remercier aussi, non pas sur le côté instituteur, mais aussi sur l'écriture, parce que vous êtes aussi un amoureux des mots et un amoureux de la langue, si je ne je dois dire quelque chose là-dessus, parce que moi, en français, j'avais des notes proches du niveau de la mer, vous voyez, tout le temps. Je suis dyslexique, dysorthographique, tous les 10, je les cumule. Bienvenue au club. Vous voyez, jamais j'ai imaginé que je puisse écrire. Et en fait, l'écriture, c'est comme une construction pour moi, c'est comme je construis quelque chose. Et quand vous essayez de traduire ce que vous avez vu par une émotion, quand vous allez chercher le mot, que vous le trouvez, un assemblage de mots qui a la couleur de ce que vous voulez dire, qui a le son, qui a la musique, qui a le goût, vous voyez, tout d'un coup, et vous lisez ces 3 mots, même je me surprends moi-même le lendemain de me dire, mais c'est moi qui ai écrit ça, vous voyez. Donc, tout le monde est capable de faire ça. Moi, j'ai aucune culture
à l'opposé de vous, littéraire. Vous voyez, moi, je ne peux pas lire à la 3e page d'un roman, je suis déjà dans mes histoires. Vous voyez, je m'évade complètement, je n'arrive pas. Mais par contre, je peux me concentrer sur l'écriture. Donc, c'est quelque chose, vous voyez, revivre quelque chose de votre vie, refaites votre biographie. Allez chercher des souvenirs, des choses qui vous ont ému, mais de trouver les mots justes, ne pas dire c'était génial, ça ne veut rien dire ça, vous voyez. Mais tout d'un coup, moi je suis presque arrivé à me faire pleurer à un moment donné parce que quand on revit par les mots qu'on va chercher en soi, les mots justes pour dire quelque chose, c'est beaucoup plus intense et vous pouvez le vivre plus longtemps. Donc soyez les écrivains de votre vie. Vous voyez, moi j'étais archi nul, je n'avais jamais imaginé que je puisse... Quand on dit qu'est-ce qu'on vous met dessous là, docteur Étienne, médecin, explorateur, écrivain, je suis pas à l'aise, quoi. Moi, écrivain, ouais, allez, d'accord. Donc, soyez les écrivains de votre vie, de votre biographie, la quête des souvenirs et traduire ça par des mots. On a des flopées de mots et c'est une véritable exploration que je vous invite à faire sur votre existence. Merci beaucoup, Jean-Louis Etienne. Ne changez rien et revenez quand vous voulez au Festival international de géographie. On va vous guider, vous retrouverez facilement les livres de Jean-Louis Etienne à la sortie de la rencontre. Allez-y.